Bernard, bonjour. Bonjour Isabelle. Je vais vous présenter. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez fait vos armes dans la presse française avant de revenir en Suisse. Vous collaborez aujourd'hui essentiellement avec PME Magazine, avec l'Agri Hebdo. Vous avez également collaboré pour le média Essentiel News. Et puis, vous êtes toujours chroniqueur pour Bon pour la tête. Mais vous êtes surtout le cofondateur de cette fantastique chaîne d'entretien, je dirais, de haut vol qui s'appelle Antithèse. Et puis, vous venez de publier un essai qui s'intitule Plaidoyer pour un renouveau européen, dans lequel vous proposez une réflexion engagée sur l'avenir du continent. Vous mettez en lumière les défis majeurs auxquels l'Europe est confrontée, c'est-à-dire la montée des populismes, la crise migratoire, les fractures économiques et entre États membres, et la perte de confiance des citoyens envers les institutions européennes. Vous nous encouragez dans votre essai aussi à une mobilisation citoyenne pour faire entendre une vision de l'Europe plus solidaire, plus écologique et plus souveraine. Mais si j'ai souhaité aujourd'hui vous rencontrer pour le média Planète Vagabonde et Essentiel News, c'est bien sûr inspiré par la parution de votre essai. J'aimerais surtout que nous discutions sur un des aspects que vous évoquez ou que vous traitez dans votre livre, qui est celui de la spiritualité en Europe, ou la crise spirituelle en Europe, si c'est le cas. Alors, ma première question, cher Martin, quels sont les symptômes de cette crise spirituelle que vous-même pouvez observer aujourd'hui? Depuis quand et pourquoi? Alors, très bonne question. Effectivement, c'est, je dirais, le cœur de mon livre, hein. Plus que les questions politiques ou sociétales, c'est vraiment plutôt la réflexion civilisationnelle, un peu géopolitique sur l'état actuel de l'Europe en tant que civilisation, et aussi effectivement la proposition de quelques pistes pour, comment dire, remonter la pente un peu en tant que civilisation. Alors, les constats, je dirais, qui montrent aujourd'hui que l'Europe est en crise, ils sont nombreux, hein. Je pense que tout le monde a une petite idée, voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déclin évident de l'Europe et de l'Occident de manière plus générale. Ça passe par un effritement des institutions traditionnelles, que ce soit l'État, les églises instituées, mais aussi certaines valeurs, voilà, de relations humaines, écologiques, etc. Et je pense que en fait, cette crise remonte, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. Cette crise a été bien mise en lumière dès le début du XXe siècle, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je pense que ça a été vraiment l'événement majeur qui a signalé aux Européens eux-mêmes que la civilisation européenne était en crise. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Oswald Spengler, par exemple, a publié son livre sur les civilisations juste après, en fait, dans les années qui ont suivi cette crise. Et déjà à l'époque, en fait, les intellectuels européens voyaient bien le déclin évident de la civilisation, qui n'a fait que se poursuivre en fait au fil des ans jusqu'à la situation actuelle. Et donc, c'est un déclin spirituel puisqu'on a une perte en fait de repères, de confiance dans les institutions religieuses, donc un très net de recul du religieux dans sa forme traditionnelle. Et puis, on a en corollaire une forme de sécularisation du monde, c'est-à-dire l'emprise de plus en plus grandissante d'une forme de pensée matérialiste, ce que j'appelle une sorte de matérialisme pratique qui se décline à la fois dans le développement technologique, mais aussi dans une crispation, je dirais, de la science et des disciplines scientifiques qui se referment sur elles-mêmes, deviennent dogmatiques, jusqu'à en devenir elles-mêmes religion, hein. Et donc ça, je pense, c'est un constat très important qu'on a vu pendant le Covid notamment, que la science est portée au nu et devient religion en reniant en fait ses fondamentaux. En fait, c'est la raison pour laquelle elle existe, c'est-à-dire la curiosité, l'ouverture d'esprit, la remise en question et l'exploration en fait de phénomènes novateurs, en tout cas qui n'ont jamais été explorés jusqu'à maintenant. Et je pense que là, il y a un enfermement de la science qui, en fait, montre bien à quel point cette civilisation européenne, de laquelle est issue la science moderne, est en crispation, en fait, est en déclin. Est-ce que la spiritualité d'un peuple
ou sa carence en spiritualité passe nécessairement par les églises, par le fait que les églises soient pleines ou vides. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de perte de valeur spirituelle parce que les humains, religieux ou pas religieux, n'ont plus cet appel pour la transcendance? Alors, je sais pas, je pense que beaucoup de gens, au contraire, ont aujourd'hui un appel pour la transcendance. Simplement, comme il peut plus se cristalliser dans les institutions traditionnelles, en fait, aujourd'hui, il ne trouve pas de voie d'expression, en fait. Et donc, beaucoup de gens sont en demande, consciente ou inconsciente, de cette transcendance, mais en fait, n'arrivent pas à trouver la bonne canalisation pour les exprimer. Alors, ça peut passer, par conséquent, par différentes formes de dépression, que ce soit au niveau individuel ou même sociétal. Euh, et souvent, effectivement, une recherche et peut-être même aussi se perdre un peu dans différents courants plus ou moins ésotériques, plus ou moins dangereux, plus ou moins gourous, en fait, simplement, parce que ce vide laissé par l'Église, par les églises instituées, dans ce vide se développent toutes sortes de courants de renouveau spirituel, mais dans cette espèce de magma, il y a un peu à boire et à manger, et donc il y a un risque de se perdre aussi. Et là, je pense il faut aussi faire très attention. Je pense que c'est normal dans cette période transitoire où les églises instituées se sont effondrées, qu'il y ait tout plein de nouvelles initiatives qui émergent, mais c'est aussi un danger pour les individus qui peuvent se perdre dans cette, voilà, dans cette variété, quoi. Alors, en fait, précisément ces jours, le centenaire de la mort de Rudolf Steiner, le célèbre penseur et philosophe, qui parlait d'un matérialisme croissant qui étouffe l'élévation spirituelle. Est-ce que, selon vous, l'Europe moderne est condamnée à ce matérialisme? Alors non, je pense qu'elle n'est pas condamnée à ce matérialisme. Je pense que c'est d'une certaine manière le destin de l'Occident d'être arrivé à ce stade de matérialisme. Je pense que ça fait partie en fait du chemin de la civilisation occidentale, européenne occidentale, d'en être passé par là. Et je pense que maintenant, justement, la tâche de l'Occident, c'est de remonter la pente, c'est justement de dépasser en fait le matérialisme. Le matérialisme qui a sa raison d'être en tant que tel, c'est-à-dire que simplement il est partiel puisqu'il ne voit qu'une partie de la réalité. Disons, le drame du matérialisme, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à s'expliquer lui-même, en fait. Il n'arrive pas à comprendre que la matière qu'il observe ne peut être compréhensible que si on inclut l'esprit, une réalité spirituelle. Euh, puisque, et ça, la physique maintenant, j'ai récemment fait une interview avec Philippe Guillemont, la physique la plus à la pointe aujourd'hui reconnaît que la matière, c'est du spirituel cristallisé, en fait. Et donc, à partir de là, comprendre la matière implique de comprendre le spirituel, et les matérialistes s'enferment en s'enfermant dans le matérialisme, justement, on n'arrive pas à comprendre cette matière. Ils n'arrivent pas à comprendre les phénomènes euh, auxquels ils se rattachent et qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Donc je pense que c'est ça le drame en fait du matérialisme et c'est ça qu'il faut maintenant dépasser. Tout en gardant, je dirais, l'état d'esprit scientifique, l'état d'esprit de rigueur, de raison, qui a fait aussi la tradition européenne. Dans mon livre, et d'ailleurs c'est le propos même de l'anthroposophie, c'est de dire que oui, il faut développer l'aspect spirituel des choses, il faut développer ses recherches dans les domaines de l'esprit, aller au-delà de la matière, mais pour autant, il ne faut pas complètement se détacher de ce qui fait l'essence de la science, des disciplines scientifiques, c'est-à-dire la rigueur, dans la recherche, dans l'exploration, la raison, mais la raison qui est mise à sa juste place, hein, qui doit servir à justement explorer des questions nouvelles. Et je pense que c'est vraiment dans ce chemin-là, dans cette science de l'esprit, comme d'ailleurs s'intitule l'anthroposophie, dans cette science de l'esprit que doit se développer en fait le renouveau spirituel de l'Occident. J'aimerais juste citer en passant notre chère et regrettée Christiane Singer qui disait elle-même que l'amour était la matière première de la création. Donc on est vraiment précisément au cœur de ce mariage entre l'esprit et la matière. Comment est-ce que cette Europe peut se réconcilier justement au niveau de l'esprit et de la matière sans être dominée par d'autres formes d'idéologie matérialiste? Bah ça, c'est effectivement une question importante. Je pense que les États-Unis, en somme, ont poussé à bout ce que l'Europe a développé comme ferment à partir du XVIe siècle dans la science. Les États-Unis ont réussi, avec aussi leur organisation économique, le néolibéralisme, en fait, ont réussi
poussé à bout ce matériel pratique qui s'exprime dans les technologies. L'Europe est par conséquent passée un peu en arrière-plan, même si d'un point de vue civilisationnel, elle est à l'origine de cette tendance. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dangers qu'il faut bien identifier. Il y a d'un côté ce côté technophile, technologique à tout prix, ce transhumanisme qui s'exprime, je dirais, dans le transhumanisme. Euh, et d'un autre côté, il y a cette spiritualité déconnectée du réel qui cherche juste en fait à faire que les gens s'évadent du réel, c'est-à-dire qui quittent en fait la réalité quotidienne pour s'évader dans des mondes oniriques, sans attache aucune avec la matière, sans attache aucune avec leur individualité, et sans attache avec ce qui a fait, je dirais, le ferment de l'humanité européenne, c'est-à-dire une forme d'humanisme, ce souci porté à l'être humain et à son développement personnel. Et je pense qu'il y a vraiment un écueil, et cet écueil, je dirais, spirituel, plus spirituel, c'est-à-dire dans cette déconnexion du réel, s'exprime, je dirais, plus largement aujourd'hui dans les traditions orientales, qui ont inondé en fait le marché de la spiritualité européen depuis la fin du XIXe siècle. Et je pense qu'alors moi, j'ai rien contre la spiritualité orientale en tant que telle. Je pense que chacun doit faire le chemin qu'il doit faire. Donc, je dirais, je ne suis pas en train de critiquer ces différents courants. Simplement, je pense qu'ils ont en leur sein certains dangers, en fait, qui est de s'évader, en fait, simplement, de s'évader, de perdre pied, quoi. Et je pense que c'est entre ces deux extrêmes, qui est la matérialité extrême, déconnectée du spirituel, et le spirituel rêveur, déconnecté du réel, entre ces deux extrêmes doit se définir en fait une forme de science de l'esprit, justement. Et c'est, je dirais, tout le chemin que doit maintenant emprunter l'Occident. Et il se fait de deux manières. Il se fait en renouvelant la science, c'est-à-dire en ouvrant la science à des nouvelles explorations du réel, puisqu'on a aujourd'hui toute une série de phénomènes que la science traditionnelle matérialiste ne peut expliquer, que ce soit l'expérience de mort imminente, que ce soit la parapsychologie. Enfin, on voit bien le champ d'exploration possible, mais aussi toutes les questions de la conscience, etc. Et de l'autre, je pense qu'il faut retrouver en fait certaines racines de l'héritage européen. Je pense que c'est important. On a dans l'héritage européen la présence du christianisme. Je pense que ce christianisme euh, a encore un rôle à jouer dans l'histoire de l'Europe, et qu'il faut s'y rattacher d'une manière nouvelle, qui soit pas dogmatique et rattaché à et affilié à des églises traditionnelles. Parce que d'une certaine manière, je pense que euh, la volonté, par exemple, de l'Église catholique notamment, de maintenir son emprise sur les âmes à travers un dogme qui est imposé par une Église, une autorité, que ce soit le pape ou les évêques ou les cardinaux, etc. Je pense que ça, en fait, c'est un opposant, ce sont parmi les premiers opposants, en fait, au christianisme réel. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en conscience, c'est que les églises, en fait, ne signifie pas christianisme. Le christianisme est plus large que ce que les églises en ont fait. Et il faut se rattacher à ce christianisme ésotérique, je pense, qui en fait est bien plus large et bien plus ouvert à des explorations euh, voilà, du réel plus complexe, quoi. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez bien développer pour vous ce que c'est que le christianisme ésotérique? Comment sortir de cette définition du christianisme tel qu'il nous a été transmis, enseigné, même parfois conditionné, endoctriné depuis toujours. Comment élargir cette définition du christianisme selon votre perception et votre cheminement, votre propre cheminement? Je pense que le christianisme, en fait, il est contenu dans les évangiles. C'est la matière première, je dirais, sur laquelle il faut partir, donc de laquelle est parti le christianisme. Ensuite, évidemment, ces évangiles-là ont été déjà choisis, interprétés et institués par l'Église catholique 300 ans après les événements en Palestine. Et donc, en fait, il y a eu une forme de romanisation, c'est-à-dire d'étatisation, de politisation en fait du christianisme qui s'est cristallisé dans l'Église catholique. Alors, je dis pas que c'était pas nécessaire à une certaine époque de procéder ainsi, mais je pense qu'il faut se rattacher. Mais le corollaire de ça, en fait, c'est qu'il y a eu une médiation qui s'est mise en place entre l'être humain et l'expérience directe du spirituel ou du christianisme dans sa forme la plus pure, qui est le message du Christ. Et c'est cette médiation, en fait, qu'il faut aujourd'hui dépasser. Il faut que les dogmes
en fait, cessent de devenir des dogmes, puisqu'un dogme, on ne peut qu'y croire ou y adhérer. Désormais, il faut que l'exploration de ces questions chrétiennes puisse se faire directement par l'être humain en tant que personne. C'était un peu la volonté du protestantisme, d'ailleurs, à ses origines. C'était vraiment de pouvoir qu'il y ait un rapport plus direct entre l'être humain et la connaissance biblique, donc notamment en traduisant la Bible simplement. Mais simplement, effectivement, ensuite, le protestantisme s'est un peu perdu pour des raisons de guerre de religion, s'est un peu perdu dans les méandres de l'Église en voulant encore maintenir un certain type de contrôle. Aujourd'hui, le christianisme ésotérique, justement, explore d'autres types de réalités. Qu'est-ce que le christianisme ésotérique? C'est une vaste question, mais on peut se référer à Paracelse, par exemple, on peut se référer aux auteurs du Moyen Âge qui exploraient en fait les dimensions universelles de l'être humain. C'est cette étude ou cette considération que l'être humain est un microcosme du macrocosme universel. Donc là, dans ces lois de correspondance, par exemple, il y a tout un domaine d'exploration à mener, évidemment en le modernisant et en explorant ce que ça peut donner aujourd'hui, mais je pense que les nouvelles avancées scientifiques peuvent tout à fait aller dans cette direction. Et, euh, et puis ensuite, il y a toute une série de traditions rosicruciennes, etc., qui explorent ces questions et qui sont encore. Et d'ailleurs, l'anthroposophie elle-même est issue de ces interrogations. C'est-à-dire que dans mon livre, je montre bien qu'il y a une archéologie, c'est-à-dire que l'anthroposophie n'est pas issue comme ça d'une sorte de révélation déconnectée de l'histoire européenne, mais qu'elle est issue justement de l'idéalisme allemand, de Goethe, et ensuite, et avant, de Paracelse et de tous ces penseurs issus de cette tradition ésotérique qui cherchaient en marge des enseignements de l'Église d'explorer comment dire, les interrogations un peu plus complexes qui naissent en fait de simplement le fait d'être un être humain, quoi, les questions profondes sur la vie, quoi. Alors justement, du Moyen Âge à nos jours, de nombreuses écoles spirituelles ont traversé l'Europe, telles que le catharisme, vous évoquiez les Rose-Croix, les Templiers. Quel mouvement vous semble avoir le plus marqué l'histoire de notre continent et lequel est encore actif aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il reste finalement de ces traces, de ces communautés, de ces savoirs ésotériques anciens, libérés de la notion dogmatique finalement qui est propre au catholicisme? Alors, bon, effectivement, il y a encore des Templiers, il y a encore des cathares, enfin, en tout cas des gens qui se rattachent à cette tradition. Il y a encore des loges rosicruciennes aujourd'hui qui existent. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point elles sont vraiment rattachées au rosicrucianisme des origines, ça j'ai quelques doutes. Mais en même temps, voilà, j'ai jamais vraiment fait partie de ces loges, donc je laisserai ouvert cette question. Mais je pense clairement que justement je dirais que le courant Rose-Croix, je pense, est le plus moderne dans le sens où il a conduit directement à l'anthroposophie, qui est pour moi l'expression la plus moderne et la plus modernisée en fait de cette spiritualité chrétienne qui avait cours en fait au Moyen Âge sous une certaine forme. Et l'anthroposophie en fait, elle est clairement née. C'est pas non plus simplement une ramification unique de ce courant, mais elle s'est cristallisée à ce moment-là comment dire, en modernisant les enseignements de l'école Rose-Croix et surtout en la rattachant à la tradition scientifique, en proposant un chemin de développement spirituel très clair et très bien balisé. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est l'héritage rosicrucien remodelé et remodernisé dans l'anthroposophie qui est, à mon avis, le plus important aujourd'hui dans cette spécificité occidentale, quoi, européenne. Alors, on parle souvent de guerre secrète contre le christianisme venant de certaines traditions orientales. Vous expliquiez aussi tout à l'heure que beaucoup de traditions orientales envahissaient le marché occidental et européen. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Alors bon, il est clair que à partir de la Révolution française, un certain nombre de loges franc-maçonnes ont fortement œuvré contre l'ancien régime, c'est-à-dire l'emprise de l'Église sur la société. Donc ça, je pense, c'est le premier aspect, et ça, je pense, c'est très bien documenté historiquement. C'est-à-dire que les francs-maçons ont essayé de pousser la République euh, en luttant contre, je dirais, l'emprise conservatrice de l'Église catholique. Et ça a pris en fait plus d'un siècle finalement avant que l'Église catholique décide de lâcher prise en fait par rapport à ces traditions et à l'Ancien Régime. Il a fallu Vatican II concrètement pour qu'elle cesse de lutter par rapport à ça et de vouloir se rattacher à cette tradition. Alors aujourd'hui, évidemment, on a encore énormément de gens qui veulent, qui sont réactionnaires et qui veulent revenir à cette période idéalisée hein, de l'Ancien Régime. Mais je pense que ça, c'est le premier élément. Je pense que la franc-maçonnerie a poussé la sécularisation de la société. Euh,
Ensuite, alors pour ce qui est des courants orientaux, à mon avis, c'est plus diffus, c'est plus difficile de parler de loge. Je pense qu'effectivement, alors il y a des écrits qui parlent de ça. Moi, j'ai pas non plus une connaissance absolument poussée là-dessus. Je pense que c'est difficile de l'établir avec certitude. Effectivement, on parle des jésuites, on parle de certaines loges orientales. C'est des influences occultes, c'est comme ça qu'elles sont décrites, et de fait, comme elles sont occultes, elles sont difficiles à mettre en lumière. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi maintenir une certaine raison dans l'étude de ces phénomènes-là. Je pense que c'est assez clair il y a des courants orientaux qui ont essayé de s'immiscer à partir du XIXe siècle dans la civilisation européenne. Ils l'ont fait de diverses manières. Après, caractériser ça de manière très claire et très précise, je pourrais malheureusement pas le faire. Je suis pas en mesure de le faire, quoi. Mais en tout cas, c'est un chemin, comment dire, c'est un champ de recherche intéressant qui devrait être, à mon avis, plus exploré, comme l'a été celle de la franc-maçonnerie d'ailleurs par rapport à la fin de l'Ancien Régime, quoi. Sur la mainmise des jésuites sur la franc-maçonnerie elle-même, dans la domination des esprits européens, vous avez envie de partager quelque chose ou pas? J'ai pas d'éléments personnellement très concrets permettant de l'attester. Je sais que certains en parlent. Mhm. Moi, personnellement, j'ai pas fait de recherche très poussée sur ce sujet-là. Et je ne pourrais pas attester personnellement qu'il y a une emprise des jésuites sur la franc-maçonnerie. Peut-être au moment de la Révolution française, il y avait certainement, puisque les jésuites sont de fait le bras armé de l'Église catholique pour pousser en fait, enfin, pour lutter contre la réforme. Concrètement, c'est pour ça qu'ils ont été instaurés. C'est vraiment pour faire la contre-réforme. Mhm. Euh, Ensuite, évidemment, c'est un peu contre-intuitif de penser que les jésuites dirige les francs-maçons, alors même que en fait, la franc-maçonnerie tirait à l'opposé de l'Église catholique. Donc à partir de là, moi, je peux pas, je sais que certains parlent de ça, mais je peux pas en dire beaucoup plus personnellement à ce sujet. Alors, certains auteurs, dont Prokofiev, qui s'est spécialisé aussi sur la philosophie de Rudolf Steiner, ou l'initié québécois Bernard de Montréal, affirmaient que des forces adverses, des forces évolutives et des forces involutives cherchaient à empêcher l'évolution spirituelle de l'humanité. Pour vous, d'abord, est-ce que vous partagez cet avis? Quelles sont ces forces qui s'opposent et qui contrecarrent l'évolution de conscience de l'homme? Et percevez-vous aujourd'hui des obstacles similaires en Europe? Mhm. Oui, je pense que ces forces, effectivement. Bon, Rudolf Steiner parle de deux forces adverses, effectivement, qui s'opposent au sein de l'être humain. Il y a d'un côté la force luciférienne et de l'autre la force arimanienne, qui est en même temps agissante dans la société, puis en même temps agissante à l'intérieur de chaque être humain. Moi, je pense que ces forces-là, effectivement, alors, il faut les prendre, les noms, le nom qu'on leur donne, peu importe, d'une certaine manière. Steiner se rattachait à certaines traditions. Ahriman, c'était l'esprit de la matière et du mal dans la Perse antique. Lucifer, c'est le mal dans le christianisme. Donc, en fait, il a rattaché ses forces, finalement, à des noms historiques, quoi. Mais en tant que tel, peu importe le nom qu'on leur donne. Par contre, on peut, je pense, les ressentir. C'est intéressant d'essayer de les ressentir en notre propre personne et dans la société. Ce que je disais auparavant, avec la tendance au matérialisme très fort et à la spiritualité rêveuse, en fait, à mon avis, c'est l'incarnation de ces deux courants, de ces deux Donc, forces. donc la spiritualité rêveuse, c'est Lucifer, C'est ça. et Le le matérialisme matérialisme très dur, excessif, c'est destructeur, Ariman. jusqu'à la guerre, C'est c'est ça. Ariane. Mhm. C'est ça. Et puis ensuite, évidemment, il y a tout plein d'autres ramifications, d'incarnations de ces différents courants. Je pense que c'est une question de recherche intéressante. En fait, c'est simplement de se dire, OK, posons-nous la question, est-ce que ces forces existent? Comment elles pourraient interagir avec nous? Et finalement, comment en faire sens dans notre existence? Ça me paraît, disons, un axe de recherche intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité. Euh, et, euh, Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour vous, justement, en tout cas dans le contexte européen, d'une actualité où cette force luciférienne est à l'œuvre et ouais. Je pense que la évidemment la force. force arimanienne? Deux exemples qui Ouais, nous ouais, bien permettent sûr, de bien sûr. comprendre les pièges finalement qui nous sont tendus et comment les éviter. Je pense qu'un des dangers, par exemple, de l'élément luciférien, entre guillemets, c'est la tendance
aux dissensions partisanes. Ça se montrait très fort dès la fin du XIXe siècle avec la création des partis politiques qui se faisaient la guerre. Aujourd'hui, on le retrouve avec la tendance actuelle dans nos sociétés à créer des petites chapelles qui s'opposent les unes aux autres. On a d'un côté les tenants des courants transgenres ou que certains appellent woke, mais en tout cas, ces mouvements qui veulent voilà, mener une certaine forme de réforme de la société en s'opposant en fait euh, à certaines valeurs traditionnelles, quitte à vouloir les combattre contre elles, enfin en tout cas lutter contre leur existence. Et puis ça, je pense que, enfin voilà, c'est la création de l'impossibilité en fait de discuter entre nous, de débattre, d'avoir une discussion rationnelle. En fait, ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une des incarnations ou des émanations de ce courant luciférien, qui cherche en fait l'individualisme absolu, déconnecté du réel, c'est-à-dire qui part dans des rêveries et finalement dans des, comment dire, dans des idéologies très abstraites qui n'ont plus prise sur le réel et qui par conséquent euh, peuvent justifier toutes sortes de délires idéologiques et qui peuvent expliquer aussi que certaines personnes n'arrivent simplement pas à voir ce qui se passe devant elles, quoi. Quand on leur montre un fait, elles n'arrivent pas à le prendre en compte simplement parce qu'elles sont enfermées dans une forme d'idéologie intérieure, personnelle, qui les coupe en fait de cette analyse du réel, mais aussi de la discussion avec l'autre. Voilà, alors tout devient très agressif, très passionnel, et ça, à mon avis, c'est une des émanations de ce courant luciférien. Le matérialisme, c'est l'inverse, c'est que c'est quelque chose qui va rigidifier. Bah, pour moi, c'est incarné par la science, la technique, je dirais la technologie à outrance, en fait, qui nous enserre de toutes parts, et aussi cette impossibilité à imaginer que l'être humain, finalement, puisse être autre chose qu'un amas cellulaire duquel est issue la conscience, quoi. Donc je pense que ça, c'est la chose la plus concrète. Par exemple, il y a aussi des correspondances dans les maladies qui sont formulées. Il y a d'un côté le cancer qui serait quelque chose de plus arimanien et la folie ou la démence qui serait quelque chose de plus luciférien. Voilà, alors ça, c'est des pistes d'exploration évidemment, puisque c'est des choses qui dites comme ça paraissent un peu folles. Mais en tout cas, à mon avis, c'est des hypothèses intéressantes si on veut explorer ces questions-là. Et puis, c'est ces exemples que je peux donner voilà, de manière assez rapide pour illustrer cette thématique. L'appel à la guerre des leaders de certains de nos dirigeants européens qui veulent continuer cette guerre en Ukraine malgré les mains tendues proposées par les Américains, malgré aussi deux, trois États européens qui veulent totalement soutenir le processus de paix. Cet appel à la guerre des Anglais, des Français, enfin en tout cas de leurs dirigeants, est-ce qu'il est luciférien ou arimanien? Est-ce qu'il est dans l'excès de matérialisme ou l'excès d'idéologie? Donc, je pense que c'est un peu les deux en l'occurrence. Je pense que là, il Les peut deux, se mon mélanger entre les capitaine. deux. Bah, parce que d'un côté, on a effectivement cette incapacité à voir le réel, hein. Quand on écoute Macron parler il y a quelques jours, on se rend bien compte qu'il n'arrive pas à percevoir le réel, qu'il est enfermé euh, Mm. finalement dans son idéologie. Alors j'appelle ça idéologie, mais en fait dans son état d'esprit en fait. Et je suis sûr qu'en soi, il est très sincère par rapport à ce qu'il pense. C'est que simplement il ne voit pas certaines choses que d'autres voient. Donc ça, ce serait un aspect. Puis de l'autre, il y a effectivement tous les aspects économiques qui viennent derrière. Tous les aspects de développement de ce commerce, de ce business, de tout ça qui serait plutôt arimanien dans son essence. Et puis évidemment, de toutes les questions D'ailleurs, c'est ce qui anime Trump avant tout, hein, c'est faire des affaires. Je pense que là, on est dans quelque chose qui est plus proche de la tendance au matérialisme que, euh, que celle des pensées un peu déconnectées du réel qui clairement sont visibles hein, au sein des élites européennes. Je pense que là, c'est un constat très clair, c'est que les dirigeants européens, la plupart en tout cas, surtout en Occident, l'Europe occidentale, sont déconnectés du réel, c'est-à-dire n'arrivent plus à percevoir qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain, quoi. Quelle est la réalité des gens, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe avec le Covid. Enfin, il y a une déconnexion absolue qui fait que pour des gens qui simplement ont réalisé ça, ça paraît absurde tellement c'est bête, quoi. Tellement ils n'arrivent pas à voir la réalité. Et je pense que là, on est vraiment dans quelque chose d'assez fort psychologiquement et qui peut s'expliquer d'ailleurs à plein de niveaux différents, hein. Je pense qu'on peut l'expliquer autant à un niveau psychologique un peu plus basique qu'à un niveau spirituel, en invoquant ces grandes forces qui nous habitent et nous traversent, quoi. Alors, à notre modeste niveau, nos autres citoyens européens, comment trouver ce point d'équilibre à l'intérieur de soi pour justement ne pas aller nourrir
l'égrégore matérialiste, ultra-matérialiste qui nous pousse à la guerre, ou nourrir l'égrégore ultra-idéaliste, éthérique, qui nous pousse à une déconnexion du réel. Ce juste milieu, lequel est-il concrètement? Comment trouver le bon réglage? Hmm. Bon, ça, je pense que c'est aussi une recherche un peu individuelle, hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je pense que chacun doit identifier ces deux extrêmes en soi et essayer de trouver l'équilibre, en fait. Je pense que c'est ça l'enjeu pour chacun. Ensuite, quand on prend, par exemple, les questions spirituelles, je pense qu'il faut essayer de les ancrer le plus possible dans la réalité dans laquelle on vit. Par exemple, quand on étudie, je sais pas, les forces à l'œuvre dans la nature, eh ben, ça sert à rien d'imaginer ces forces comme quelque chose de très abstrait, comme une espèce d'esprit un peu immanent. Je pense qu'il faut essayer d'être plus précis dans la caractérisation de ce qu'est l'esprit, et ensuite aussi de quel impact il a au quotidien sur le réel, et pas imaginer que finalement c'est deux mondes qui se séparent et qui existent de manière séparée. Euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de dire la matière, au sein de la matière, habite l'esprit, habite des esprits, et en fait, ils ne sont pas complètement dans un cosmos voilà, séparé de nous-mêmes. Et ça permet aussi de se rattacher en fait, à cet ancrage concret tout en dépassant les limites du matérialisme qui sont aveugles en fait, à cette réalité cachée, occulte, derrière la matière. Et ça, c'est pour tout, en fait. C'est pour nous-mêmes, finalement. C'est qui on est véritablement derrière notre enveloppe physique, matérielle, quotidienne. Voilà, dans nos relations, comment ça se passe? Est-ce qu'on a plutôt tendance à s'emporter rapidement? Est-ce qu'on a plutôt tendance à partir dans les émotions rapidement? Est-ce qu'on a plutôt tendance à être critique, à être fermé sur soi, à être, enfin voilà, toutes ces choses-là, je pense que l'enjeu, c'est de rendre tout beaucoup plus concret. Mm. Parce qu'une fois qu'on rend les choses concrètes, qu'on essaie d'observer le réel tel qu'il est, euh, tout en étant ouvert au fait que derrière la matière se cache un autre monde, en fait, là, je pense qu'on est sur un chemin qui permet de garder les pieds sur terre tout en ouvrant des perspectives nouvelles. Et Ah, ensuite, à chacun de le décliner selon sa vie, selon ses expériences et son histoire. si je ne me trompe pas, Rudolf Steiner, pour revenir à lui, on profite un peu, c'est son anniversaire, enfin l'anniversaire de sa mort. Oui, d'ailleurs, je précise, Mais si vous permettez, pour mentionner que j'ai été mandaté, je co-organise trois événements qui auront lieu le 29 mars, le 12 avril et le 3 mai à la Maison du Peuple à Lausanne, autour de ce centenaire, avec la première soirée qui sera dédiée en fait à plutôt des aspects biographiques autour de la vie de Steiner, de son œuvre, etc., où il y aura notamment Ernst Zürcher qui sera présent. La deuxième soirée sera plus consacrée à la question du social, de l'accompagnement des personnes handicapées, ou en tout cas en besoin, je dirais, de structures sociales, éducatives. Et puis la troisième soirée sera plus liée à la spiritualité, à l'anthroposophie spirituelle, c'est-à-dire comment, en fait, l'anthroposophie, au sein des différentes spiritualités qui existent aujourd'hui, peut encore avoir un point de vue novateur et pertinent. La deuxième soirée, il y aura Alexandre Julien qui va apporter son point de vue, notamment, parmi d'autres. Et la troisième soirée, il y aura Jacques Besson aussi qui, en tant que spécialiste des différents courants spirituels, pourra interagir avec un ancien membre du comité directeur de la Société anthroposophique universelle. Donc je pense que voilà, c'est des soirées qui seront assez intéressantes parce qu'ouvertes à tout type de sensibilité. Ce ne sera pas juste des anthroposophes, ce sera aussi des gens de la société civile qui ont exploré les questions connexes, quoi. Voilà. on Donc, veut s'inscrire à ces événements, à qui on s'adresse? peut s'inscrire, effectivement. Il y a, peut-être que vous pourriez mettre le lien en Oui, description. je mettrai le lien en Il y a des description. tris en ligne. Voilà, donc effectivement, tout le monde peut s'inscrire. C'est d'ailleurs recommandé de s'inscrire à l'avance, quoi. Même si les billets seront en vente aussi le soir même, quoi. Eh ben moi, je vais en profiter dans la foulée, cher Martin, d'annoncer aussi les propres événements de Planète Positive en lien avec ses forces involutives et évolutives et la philosophie steinérienne, puisqu'on a le plaisir de recevoir Marie-Pascale Rémy, qui est une auteure et conférencière spécialiste de Rudolf Steiner, le 20 mars pour une conférence intitulée Au nom du bien. Et puis le 22 et le 23 mars, elle va donner deux ateliers. Le premier sur Lucifer et Ariman précisément, éclairer notre époque à la lumière de la vérité. Et puis le dimanche suivant, donc le thème, le dimanche 23 mars, c'est une journée sur Lilith, Ève et Marie, un voyage intérieur à la rencontre des archétypes féminins. Et puis
Et enfin, après, ça sera tout pour la séquence publicité. Il y a également Maurice Le Guérani qui viendra donner une conférence sur la vie de Rudolf Steiner à Aubonne. Tous ces événements ont lieu en Suisse. C'est une conférence et un échange sur la vie de Rudolf Steiner le 11 avril. Revenons à l'Europe. La sécularisation de l'Europe, justement, a affaibli clairement la religion chrétienne. Est-ce qu'on doit parler de perte de foi, ou perte de foi au niveau des Européens, ou plutôt d'une tentative de remplacer cette foi chrétienne par une autre, pour être clair, de remplacer cette allégeance au christianisme, au Christ, à une allégeance à l'antéchrist? Bon, je ne sais pas si je le formulerai comme ça, euh, mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut déjà il faut bien différencier entre disons, le catholicisme, le protestantisme, la religion des églises instituées et le christianisme. Donc, je pense que ça, c'est quand même le premier chemin, parce que sinon, en fait, on associe, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, on associe christianisme avec la pédocriminalité dans l'Église catholique, et de fait, on rejette le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en Occident par rapport au christianisme, c'est que les gens se détournent du christianisme parce qu'ils considèrent effectivement avec effroi ce qui se passe dans ces congrégations religieuses catholiques. Donc ça, je pense, c'est la première distinction à effectuer quand même pour ne pas perdre de vue en fait ce qui est vraiment ce qui est vraiment le christianisme. Et puis ensuite, en Occident, en fait, c'est un mouvement historique qui a fait que il fallait d'une certaine manière quitter le giron de l'Église, s'émanciper du dogme des églises instituées. Donc ça a passé par la sécurisation, c'est-à-dire par le rejet en fait de tout ça. Je pense que ça, c'était la première étape qui était certainement nécessaire. Mais ensuite, évidemment, ça n'enlève pas le besoin de transcendance de chaque être humain. Donc ce besoin de transcendance doit maintenant se rattacher à quelque chose. Alors, comme c'est ce qu'on disait au début, comme il n'a pas vraiment de courant clair pour s'y rattacher, eh ben, il le délègue dans d'autres choses, que ce soit la science, que ce soit... Voilà, on peut nommer plein de choses, hein, la science, la technique, etc., qui sont devenues religions, qui sont devenues dogmatiques et en lesquelles les gens croient, en fait. Et je pense on est vraiment dans cette démarche où maintenant, on a remplacé l'Église par la science, enfin, voilà, on peut nommer plein de choses comme ça. Et il faudra maintenant, effectivement, retrouver euh, plein de choses, c'est-à-dire retrouver une transcendance véritablement porteuse de sens, qui se rattache à la tradition européenne, qui est notamment cette démarche de connaissance qui est la science. Et tout ça, à mon avis, se cristallise assez bien dans l'anthroposophie. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est un courant qui est non sectaire. Ça, j'insiste, parce que beaucoup de critiques parlent d'une secte en parlant de l'anthroposophie. En fait, pas du tout. Chacun peut y aller, sortir, c'est gratuit, tout est accessible en ligne. Enfin, je pense que pour quelqu'un qui a vraiment parlé avec un anthroposophe, je sais que certains paraissent sectaires d'apparence, comme ça, mais si quelqu'un a vraiment parlé aux anthroposophes et allé dans les institutions anthroposophes, à aucun moment on peut parler de sectarisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très clair. Quelqu'un qui fait l'expérience de ce qu'est vraiment cette communauté-là ne peut pas voilà, parler de sectarisme. Ça, c'était le petit aparté que je faisais, mais qui, à mon avis, est important. Mais donc, c'est pour ça que je pense que quand même, malgré tout, le mouvement anthroposophique qui est porté par Steiner, puisque c'est le fondateur de cette incarnation, cette matérialisation en fait de ça à ce moment-là, mais il ne sera certainement pas le seul penseur à s'y rattacher. Je pense que maintenant aussi, l'anthroposophie, après 100 ans d'existence, après la mort de Steiner, peut s'ouvrir et doit s'ouvrir à d'autres formes de réflexion, à d'autres formes de dialogue en fait avec la société civile. Je pense qu'il y a aussi eu la tendance au sein des mouvements anthroposophiques de s'isoler un peu, de rester entre eux. Et alors qu'au contraire, il faudrait dialoguer. Les professeurs Waldorf, des pédagogies Steiner-Waldorf, doivent dialoguer avec les autres enseignants, les autres professeurs des autres courants éducatifs. Enfin, il faut qu'il y ait un échange, un dialogue, une émulation respective. Donc je pense que c'est aussi ça maintenant l'enjeu pour l'anthroposophie. Mais dans cette phase de développement européen, je pense que l'anthroposophie encapsule bien à la fois la tradition ésotérique occidentale et la science renouvelée à l'aune de la spiritualité. Je pense que c'est ça vraiment l'enjeu qui doit être mis en place et vraiment développé aujourd'hui Alors, en Occident. pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'anthroposophie, mais qui s'intéressent à un renouveau européen, un renouveau spirituel européen,
comment concilier, comment réconcilier l'approche scientifique à l'approche spirituelle dans le cadre de ce nouveau souffle européen que l'on lui souhaite? Mhm. Moi, je pense il y a quand même beaucoup de mouvements maintenant au sein de la science qui sont conscients que, en fait, la science telle qu'elle s'est développée depuis le XVIe siècle mène dans une impasse. Mène dans une impasse et qu'il faut justement pas renier la science, retrouver la véritable science, la véritable démarche scientifique, qui s'est en fait enfermée dans un dogmatisme matérialiste. Et aujourd'hui, je vois beaucoup, alors, il y a par exemple Mario Beauregard, il y a le manifeste de la science post-matérialiste, il y a le rapport Galiléo, qui pose en fait le constat euh, euh, que la science est devenue dogmatique et que par conséquent, elle a perdu ses racines, elle a perdu ce qui faisait sa saveur et sa spécificité en tant que démarche de connaissance. Donc se relier au spirituel, aux questions spirituelles, entre guillemets, c'est déjà en fait, pour la science, retrouver ses fondements. C'est s'intéresser à des phénomènes auxquels elle ne s'intéressait pas jusqu'à présent. Et c'est aussi, je pense, véritablement s'intéresser à ce qu'est l'être humain dans toutes ses dimensions. Le développement scientifique depuis la Renaissance s'est fait au détriment de la connaissance humaine. On a très bien balisé ce qu'était la nature, on l'a disséqué dans toutes ses parties, donc on comprend très bien l'extérieur, le monde extérieur, mais je pense qu'on est incapable encore de pouvoir bien comprendre ce qu'est l'être humain dans toutes ses dimensions. Et je pense qu'une des tâches de la science, renouvelée à l'aune de cette nouvelle curiosité, enfin, qui a rattaché à ses valeurs premières, c'est d'explorer ce qu'est l'être humain. Et ce faisant, développer une forme de nouvel humanisme, retrouver les valeurs humanistes de l'Occident, mais, euh, mais finalement réadapter et réenvisager à l'aune de ces nouvelles découvertes actuelles, en fait, que, les, que ce qu'on appelle communément la pseudoscience ou la science parallèle ou la science alternative développe et révèle. Alors évidemment, cette science alternative, entre guillemets, elle se fait en marge des institutions scientifiques. Donc elle a des difficultés à progresser, elle n'a pas de fond, donc ça se fait de manière un peu à tâtons. Et effectivement, il y a des essais-erreurs, il y a des choses qui sont plus ou moins sérieuses, etc. Mais ça, c'est parce que c'est le début de ces développements, en fait. On est à l'orée, à l'aube d'une révolution scientifique et qui permettra d'englober toutes ces nouvelles découvertes, le psy, la parapsychologie, etc., et qui, je pense, à terme, doivent permettre de mieux comprendre qui on est en tant qu'être humain. Ça, je pense que c'est véritablement l'enjeu, et ça permet aussi de se rattacher à la tradition européenne, qui est ce souci porté au développement de l'âme humaine et de la personne humaine. Alors évidemment, cet humanisme-là a pris une tendance de conquête du monde. Ça a été les Lumières, ça a été cette conquête de la nature par la science matérialiste. Donc cet humanisme se rattache en partie à ça. Donc ça, c'est un aspect plus terrestre, matériel. Mais on a l'autre humanisme qui est un peu oublié, mais c'est cet humanisme philosophique qui voulait simplement élever l'être humain, le pousser plus loin, le dépasser de ses limites matérielles pour qu'il puisse se réaliser enfin, réaliser son plein potentiel. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour l'Europe. Qui a dit, Martin Bernard, qui a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Rabelais. Bravo! Est-ce que vous pourriez nous donner une forme de cartographie par État-nation européen d'une valeur, d'une signature spirituelle par culture, qui peuvent jouer un rôle dans ce renouveau européen? Je peux clarifier ce que j'entends par Europe, parce que ça, c'est un point important. Parce qu'effectivement, souvent, les gens se disent l'Europe, c'est quoi? Ça n'existe pas, puisqu'en fait, c'est simplement une collection d'États-nations qui ont des intérêts divergents, qui ont une histoire divergente, etc. Et malgré tout, je maintiens qu'il y a une civilisation européenne. Et pourquoi je maintiens ça? Parce que c'est une question d'émergence, en fait. C'est-à-dire qu'on a, au plus fondamental, on a l'être humain, ensuite on a la famille, ensuite on a le village, ensuite on a les collectivités territoriales qui s'élèvent comme ça, on a ensuite l'État, la structuration étatique qui s'est faite alors, dans l'idée autour d'une population, autour d'une ethnie, mais en fait, c'est jamais très clair, puisque au sein d'un État-nation, il y a toujours plusieurs nations, c'est-à-dire plusieurs peuples différents qui cohabitent. Mais malgré tout, il y a cette structure nationale qui a développé ses spécificités propres, ses spécificités culturelles enfin, particulières,
Par exemple, en France, c'est le cartésianisme qui est très fort. C'est cette raison de Descartes qui a façonné en fait l'esprit français. Mais pas que, voilà, c'est un des aspects. Mais chaque peuple européen a en fait ses spécificités culturelles qui en fait s'agrègent à un niveau supérieur et le plus haut, je dirais, en tout cas à ce champ perceptif, c'est la civilisation européenne. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a oublié. Au XIXe siècle, c'était très évident pour les gens qu'il existait une civilisation européenne. Alors, une civilisation, donc pas au sens matériel, hein. Alors, il y a évidemment des marqueurs matériels qu'on reconnaît partout dans tous les peuples, dans tous les États européens, mais c'est avant tout une identité culturelle, une identité spirituelle qui se rattache au christianisme, Mhm. notamment et qui, en fait, fait sens et fait, comment dire, cohésion dans l'ensemble des spécificités culturelles européennes. C'est pour ça que, par exemple, on se sentira beaucoup plus proche d'un Hongrois que d'un Chinois, même si on est français, espagnol, italien. Parce qu'on a, malgré nos spécificités culturelles italiennes, française, espagnole, on a cette espèce de substrat civilisationnel européen qui fera que ben, on se sent plus proche d'un Hongrois, d'un Polonais, voire même d'un Russe, d'un Latino, d'un Africain, etc. Et ça, c'est dire cela, ce n'est pas faire œuvre de supériorité culturelle, c'est simplement se dire il y a des, comme ça, des zones civilisationnelles qui ont été d'ailleurs très bien définies par certains auteurs comme Spengler, j'en parlais, euh, et qui, en fait, alors évoluent elles aussi, hein, c'est intéressant, c'est des périodes de temps beaucoup plus longues, mais qui évoluent elles aussi et qui sont dynamisées, en fait, par ce qui se passe au sein des États-nations, au sein des différentes populations. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut bien clarifier parce que quand on parle de civilisation, les souverainistes, par exemple, vont dire, mais tu racontes n'importe quoi, la civilisation, ça n'existe pas, il n'y a que les populations qui ont leurs États, etc. Oui, mais civilisation, en fait, inclut tout ça. Est-ce que cette nouvelle civilisation européenne ne passerait pas par un retour à la souveraineté culturelle de chaque pays avec fierté, plutôt que de chercher à s'uniformiser, à nous égaliser au nom du One Planet, One Earth, au nom d'un idéal collectif qui efface finalement toutes les différences? Non, je suis d'accord, effectivement. Je pense que justement la civilisation européenne, en tout cas le niveau civilisationnel, comment dire, se nourrit des différences culturelles du niveau inférieur, du niveau qui arrive en dessous. Parce que là, je parle de la théorie de l'émergence, hein. La théorie de l'émergence, c'est vraiment, on a un niveau fondamental qui a ses propres lois, et de ce niveau-là émerge un niveau supérieur qui fonctionne selon ses propres lois, mais qui, pour exister, a besoin du niveau inférieur. Il est irréductible au niveau inférieur, mais il a besoin de ce niveau-là. Et donc, si on nivelle les cultures nationales, si on nivelle les spécificités culturelles propres de chaque population, en fait, on impacte directement le niveau civilisationnel au-dessus. Et donc c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est-à-dire que il faut, pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait chaque population, chaque culture puisse exprimer ses propres élans culturels Ah, propres. c'est Et ça. je pense que ça, et effectivement, niveler tout ça, en fait, c'est aboutir à une forme de déclin civilisationnel absolu. Et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, et euh, et c'est ce qui conduit à une forme d'autoflagellation et de nihilisme qui habite très fort la population européenne occidentale de manière générale, qui est extrêmement pessimiste, autant sur elle-même que sur l'être humain. Et tout ça, c'est lié en fait. C'est lié à ce déclin civilisationnel général. Et ce qui est regrettable, c'est que ce désir des peuples de revenir à leurs fondamentaux, à leurs racines, à leur culture, souvent est perçu par leurs détracteurs par une forme de nationalisme ou un retour à l'extrême droite, alors qu'on peut plutôt parler de patriotisme, à la différence du nationalisme. Le nationalisme rejette la différence, donc s'affirme dans sa spécificité culturelle, mais par l'exclusion de l'autre, alors que le patriotisme est fier de ses racines et de sa culture en intégrant la différence, en acceptant la différence de l'autre. Est-ce que je me trompe? Non, non, effectivement, je pense il faut essentiellement parler du niveau culturel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau culturel spirituel. C'est Hmm. l'identité nationale structurelle. Et ça, c'est à mon avis beaucoup plus profond et beaucoup plus fondamental que les institutions étatiques ou l'organisation sociétale qui s'est greffée autour de ça.
Évidemment, cette organisation, historiquement, est issue de des traditions populaires, mais en fait, pas tant que ça, puisqu'en fait, les États-nations, le modèle de l'État-nation, en fait, est américain. Le modèle de l'État-nation, c'est Woodrow Wilson, en 1914, 17, pardon, qui sort ces 14 points, programme de paix, en fait, ces 14 points, qui est ensuite imposé aux États européens. Et dans ces 14 points, il y a la volonté, en fait, pour chaque nation d'être souveraine, d'être autonome, euh, au sein d'un État-nation, enfin de créer une sorte de structure nationale qui regroupe la nation. Le problème, c'est que ça, c'est un grand danger, parce que un État ne peut pas recouper une seule nation. C'est impossible. On le voit d'ailleurs en Israël-Palestine. On ne peut pas avoir un territoire, un État avec une seule ethnie. Parce qu'il y a toujours des minorités, et le problème, c'est que si on vend ce modèle de l'État-nation, eh ben, on se retrouve avec la nation principale, la nation majoritaire, qui veut éliminer toutes les minorités au prétexte que, en fait, elles n'ont rien à faire sur son territoire. Et ça a été le drame de l'Europe depuis 1918-19. C'est cette volonté, c'est ce nationalisme justement qui n'a rien à faire avec le souverainisme ou le patriotisme. C'est ce nationalisme qui veut à tout prix un État, abriter un peuple au sein d'un État, en mettant de côté en fait toutes les autres ethnies et populations qui habitent au sein de ce territoire. En fait, c'est pas du tout ça le modèle. Le modèle, c'est que chaque existence culturelle puisse s'exprimer selon ses propres ressorts, volontés, et puisse dialoguer avec les autres. Donc ça n'a aucune forme, ça n'a pas besoin d'être politisé en fait, ça n'a pas besoin de s'inscrire dans des relations économiques. C'est des échanges culturels d'ailleurs qui se font très naturellement si c'est pas politisé et si c'est pas récupéré par des États pour se faire la guerre. Donc, donc, euh, donc je pense qu'il y a différents niveaux d'analyse possibles hein, dans ces relations entre les États. Déjà, le nationalisme en soi, effectivement, c'est un concept assez récent, finalement. Euh, avant 1918, en fait, l'idée de l'État-nation était très floue. Il y avait plus des empires. Ces empires regroupaient différentes nations, civilisations non, mais plutôt cultures qui pouvaient coexister. C'était d'ailleurs souvent bien plus riche, en fait, que ce qu'on a maintenant. Et, euh, et ensuite, évidemment, l'idéal politique de certains peuples, en Allemagne avec le nazisme, etc., a voulu s'imposer par rapport aux autres. Mais ça ça n'avait rien d'un élan culturel propre, en fait, à l'Allemagne. C'était en fait une volonté économico-politique de s'imposer par rapport aux autres. Donc je pense qu'il faut bien distinguer dans toutes ces différentes intrications et faire attention parce que il peut y avoir aussi une tendance dans certains mouvements à vouloir revenir à une forme de nationalisme du passé qui était bien souvent pas si sain que cela, quoi. Donc je pense que je pense que c'est plus complexe que simplement c'était mieux avant. Il faut revenir à une forme de nationalisme, puisque ce nationalisme a de fait quand même conduit à deux guerres mondiales. C'est une évidence. Peut-on imaginer une nouvelle forme de christianisme européen qui intégrerait les anciennes sagesses, pardon, tout en restant fidèle à son essence? Alors bien sûr, je pense que de toute façon, l'idée n'est pas du tout d'exclure qui que ce soit de quelque endroit que ce soit. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un dialogue. Il faut que les religions, les cultures se comprennent. Il faut qu'elles puissent dialoguer pour se comprendre dans leur spécificité propre. Problème, si on n'assume pas ses propres spécificités, si on ne sait pas exactement d'où on vient, si on ne sait pas quels sont nos fondements, on ne peut pas dialoguer puisqu'on n'est pas à un niveau égal avec la tradition musulmane, la tradition orientale, la tradition chinoise, qui sont encore très puissantes et très conscientes et très assumées. Le christianisme n'est nulle part. C'est pas le christianisme du catholicisme qui permettra en fait de pouvoir dialoguer avec je sais pas, le confucianisme, avec le soufisme, avec toutes ces traditions ésotériques des autres populations qui sont tout à fait intéressantes par ailleurs. Donc je pense qu'au contraire, il faut retrouver nos propres racines, assumer qui on est en tant que civilisation, c'est-à-dire c'est-à-dire issu du christianisme très clairement. Alors évidemment, après on peut discuter sur ce qu'on entend par le christianisme. D'ailleurs, c'est un travail qu'il faudrait faire en Europe. C'est retrouver ce que c'est le christianisme, on en parlait, et puis essayer de définir plus comment on interagit avec cette tradition. Mais sans cela, en fait, sans assumer ce passé et cette identité, on ne pourra jamais dialoguer avec les autres, simplement. Très concrètement, est-ce qu'on pourrait, par exemple, envisager pour se réaffirmer dans notre identité, dans nos valeurs culturelles, spirituelles européennes,
typiquement, plutôt que de lutter contre la migration massive et le refoulement des étrangers et entrer dans un processus de confrontation à l'étranger, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre en place des projets locaux de réactivation de notre patrimoine, de notre amour pour les produits du terroir, enfin, célébrer les valeurs européenne dans un contexte pluriculturel? Mhm. Et oser prendre cette initiative, développer toutes ces initiatives qui remettent à l'honneur et au centre les événements et la culture des peuples européens. Oui, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. Puis la migration, c'est un peu un débat qui est mal posé, en fait, à mon avis. Parce que avant la Première Guerre mondiale, il y avait une énorme migration intra-européenne, déjà, en fait. Il y avait énormément de mouvements. On n'a qu'à lire Stefan Zweig, par exemple, Mémoire d'un Européen, pour voir à quel point les échanges culturels et les mouvements au sein des États européens étaient grands et fructueux Et c'était totalement, comment dire, accepté ou acceptable acceptés dans le sens où partout. ces peuples partageaient les mêmes traditions que C'est vrai. qui les accueillaient. Mais C'est vrai, là, il y avait moins de tradition, il y avait moins de migration extra-européenne à ouais, l'époque, mais malgré tout, il y en avait, et les populations qui venaient sur le territoire européen avaient tendance comment dire, à mieux s'intégrer aussi parce que les valeurs européennes étaient mieux respectées, mieux intégrées et ça. n'étaient pas reniées, en fait. Parce qu'en fait, c'est aussi ça ce qui se passe, c'est que comme l'Europe, l'Occident en tant que civilisation, enfin, disons, comme les êtres humains européens de manière générale renient leur passé, en fait, ils ne peuvent pas intégrer les cultures qui viennent de l'étranger et qui sont beaucoup plus confiantes en elles-mêmes et qui, de fait, voyant le déclin civilisationnel général, n'ont pas envie de s'identifier à ça, simplement. Donc ça, c'est un aspect, je pense qu'il faut quand même prendre en compte parce que on n'a plus, comment dire, d'attrait, si ce n'est le matérialisme, le consumérisme, cette espèce de mode de vie à l'occidental, la spiritualité occidentale n'a plus d'attrait à cause de son passé colonialiste, certes, à cause des dérives prosélytes de l'Église, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais malgré tout, au-delà de ça, il y a une autre réalité, et cette réalité-là, il faut la retrouver. Sans cela, on va se faire effectivement envahir par des cultures qui sont beaucoup plus confiantes en elles-mêmes et qui savent où elles vont. Donc ça, c'est un aspect. Mais l'aspect migratoire, l'autre aspect migratoire qui est un peu plus, et à mon avis, où là, les partis de droite, souverainistes, ont, à mon avis, pas compris grand-chose. C'est-à-dire qu'ils veulent, c'est-à-dire que la migration est très utile pour compenser la baisse démographique des pays européens. C'est que concrètement, sans migration, les populations européennes diminueraient. Et donc, ça poserait plein de problèmes économiques en termes de développement, etc. Et donc, les États ont intérêt à favoriser ces migrations pour favoriser l'économie. Donc ça, c'est un point très important dont ne parlent pas les partis de droite, notamment, parce que eux, ils disent non, non, on veut plus d'immigration, par contre, on ne touche pas au système économique. Or, pas toucher au système économique et spatial migration, c'est assurément décliné économiquement. Et donc ça, c'est un discours plus intéressant, dont parle Emmanuel Todd, par exemple, hein, en tant que démographe, ethnologue. C'est plus intéressant parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'en Allemagne, sans la migration massive allemande, en Allemagne, eh bien, il n'y aurait simplement pas ce miracle économique allemand, bon, qui est mal en point actuellement depuis l'Ukraine notamment, mais en tout cas, cette puissance, cette vigueur industrielle de l'Allemagne ne pourrait exister sans la migration. Donc, il y a aussi là des choses à un petit peu aplanir et un petit Et peu, c'est beaucoup plus complexe comment que ce qu'on. rassurer tous ceux justement qui se sentent menacés par cette invasion d'une culture étrangère dans laquelle ils ne se reconnaissent plus, au point où on n'ose même plus mettre un crucifix sur le mur d'une école, on n'ose même plus sortir son petit drapeau suisse ou monter son drapeau valaisan dans son jardin. Là, il y a quand même quelque chose à réajuster, non? Oui, mais alors moi je dirais que bien souvent, c'est pas les migrants qui nous demandent d'enlever les croix, c'est pas les cultures qui sont là qui nous demandent de. C'est nous qui n'assumons plus d'avoir des croix et des crucifix Voilà, c'est ce et que nos je traditions. Donc à un moment donné, il faut aussi remettre. Alors certes, il y a des dis. mouvances extrémistes, musulmanes ou autres, qui revendiquent, mais en fait pas du tout. Je pense que les musulmans nous respecteraient beaucoup plus si on assumait notre passé chrétien. Absolument.
quelles sont vos propositions, vos solutions pour qu'on puisse se réapproprier de cette fierté européenne et qui passe par la fierté d'être nationale finalement? Mhm. Ah, ça, c'est aussi des questions très complexes, hein, parce que je pense que là, il n'y a pas une solution particulière qu'on puisse imposer. Il n'y a pas de programme particulier à mettre en place. Mais ça demande déjà de reprendre confiance en qui on est, en Mhm. tant qu'Européen, en tant que Français, Italien, Allemand, mais aussi en tant qu'Européen. Reprendre confiance dans nos racines en disant oui, certes, notre passé, il a certaines. Voilà, il est ce qu'il est avec ses fautes, ses hontes, ses noirceurs. Mais en même temps, on n'est pas, c'est pas réductible à ça et qu'on peut maintenant, nous ne sommes plus nos grands-parents, c'est pas nous qui sommes responsables de tout cela. Et donc, nous pouvons réinvestir en fait cette identité européenne, bah, je sais pas, en recréant effectivement des festivals, des événements marquants qui puissent unifier différentes cultures pour retrouver un certain sens commun en fait d'être européen. Les échanges culturels, universitaires, etc., ça en fait partie aussi. Euh, il y a ces espèces il y a les jumelages, par exemple, de certains villages entre deux pays. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des échanges, du coup, entre ces villages, des échanges culturels. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Je pense qu'effectivement, au niveau local, il y a des choses très intéressantes à faire pour réinvestir le terroir européen, les produits européens, etc. Le danger, toujours, c'est de vouloir revenir à ce qui se faisait dans le passé. Ça, à mon avis, c'est une erreur. Il faut, au contraire, se dire, OK, on avait ces valeurs européennes, certaines peuvent être encore porteuses, donc il faut les réinvestir, tu vois, reprendre en fait en main ces valeurs-là et finalement les porter plus loin. Innover aussi avec elles. Euh, Parce que je pense qu'une des graves erreurs, c'est de se dire, OK, on va réappliquer ce qui se faisait au 19e siècle ou dans l'Ancien Régime. Ça peut pas marcher. Je veux dire, il faut vraiment Mais ça passera. Ça ne peut se faire que si on est apaisé avec notre passé. C'est la même chose au niveau individuel. Je veux dire, si on a des blessures profondes liées à notre passé, il faut d'abord il faut d'abord les guérir. Il faut d'abord identifier exactement qui on est et pourquoi on est passé là, pour ensuite e- être fructueux dans l'avenir, aller plus loin en tant qu'être humain, quoi. C'est la même chose au niveau des peuples, en fait. Je pense qu'il y a une analogie là qui peut se faire très, très facilement. Et je pense que c'est aussi fondamental de distinguer les peuples européens de la communauté européenne et de ses Exact. dirigeants. Parce que c'est vrai que maintenant, les gens sont de plus en plus allergiques à ce renouveau européen parce qu'ils l'associent Exact. à cette politique mortifère et médiocre et de nos dirigeants européens, enfin en tout cas de la communauté européenne. Non, mais je pense que là, bah, disons, après, faut simplement faire la différence. C'est-à-dire, c'est que de la même manière que le christianisme ne se réduit pas au catholicisme, au protestantisme, l'Europe ne se réduit pas à l'Union européenne. Enfin, ça me semble la distinction première à effectuer. L'Union européenne, c'est une construction récente, qui a une histoire, voilà, une philosophie particulière, une idéologie, qui va dans une certaine direction. C'est une des constructions européennes qui a existé. Il y en a eu d'autres avant. Il y a l'Europe de Charlemagne, il y a l'Europe de Napoléon, enfin, il y a plein d'Europes, de tentatives de construction européenne différentes. On pourra imaginer d'autres constructions européennes. Je veux dire, l'Union européenne, c'est un moment euh, de l'histoire européenne qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, je pense qu'il est critiquable à bien des égards, mais en aucun cas, il faut réduire l'Europe à ça, évidemment. Mais est-ce que du coup, ce renouveau européen peut passer, selon toi, par la suppression de la communauté européenne et de cette institution qui nous représente si mal? Peut-être qu'il faudra passer par là, ouais, effectivement. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup d'espoir dans l'Union européenne, dans sa construction actuelle. Je pense elle ne peut mener à pas grand-chose de bon. Puisqu'elle est en fait structurellement prévue pour déjà pousser certains intérêts économiques, géopolitiques, euh, Et qu'elle est... elle trahit nos valeurs de solidarité, de paix, d'humanisme, qui, comme tu dis, qui ont fait notre spécificité depuis si longtemps. Mhm. Bien sûr. Et surtout, c'est une tentative de recréer à un niveau supranational, en fait, une forme d'État-nation qui gomme en fait les spécificités culturelles nationales et qui, de fait, n'arrive pas à rassembler. Je pense qu'il ne faut pas un projet économique, il faut un projet humain, culturel, qui puisse rassembler les différents peuples européens. Alors justement, selon vous, quels sont les penseurs contemporains qui proposent des solutions crédibles à la crise spirituelle européenne et à ce renouveau européen? Hmm. Bon, il y en a un que je cite dans mon livre longuement à la fin, ça s'appelle Abdelnour Bidar.
Ah oui. C'est un philosophe français, alors qui et lui, plutôt, c'est marrant, il est en fait soufi musulman, sa religion c'est plutôt ça, mais malgré tout, il est laïque au sens où il explore en fait toutes les différentes spiritualités, et il a un livre qui s'appelle comment il s'appelle ce livre? Attends, je vais trouver son nom. Tu pourrais faire une coupe aussi, peut-être Oui, ici. oui. Euh, Ah ouais, alors voilà, il a un livre qui s'appelle Histoire de l'humanisme en Occident et qui, à mon avis, justement, essaye de retracer les origines de l'humanisme en tant que fil d'or, en fait, de l'histoire européenne. Et c'est exactement ce que je disais par rapport au fait de retrouver qui on est en tant qu'être humain. Je pense que là, en fait, on a une tradition européenne à laquelle se rattacher. Et je pense que lui, en particulier, dans son histoire de l'humanisme en Occident, euh, est très inspirant parce qu'il essaie justement de poser des jalons pour aller dans cette direction. Et donc ça, c'est le livre, je dirais, que je recommande à tous de lire, parce qu'il permet en même temps de mieux comprendre quelle est l'histoire de l'Occident, mais l'histoire philosophique de l'Occident, et en même temps de poser un constat actuel sur le déclin, sur finalement l'impasse de l'humanisme tel qu'il s'est développé depuis la Renaissance, donc cet humanisme qui visait la conquête en fait de l'autre, de la nature, etc., qui visait une projection extérieure plutôt qu'une élévation intérieure. Et cet humanisme aujourd'hui, ben, il a été mis à mal, et il faut le retrouver, le réinsuffler, le renouveler. Et ça passera effectivement aussi par retrouver la confiance en qui on est en tant que en tant qu'Européen, alors d'abord au niveau national, évidemment, en tant que Suisse, Français, etc. Puis en tant qu'être humain de manière générale, quoi, retrouver une certaine forme de confiance dans nos valeurs et dans ce qui nous définit individuellement ou collectivement, en fait. Si vous deviez proposer un plaidoyer pour un renouveau spirituel européen, quel en serait le message principal? Ouais, bah, c'est tout ce qu'on a dit, hein, en fait. Mais je Mhm. pense que il faut un renouveau de l'humanisme, c'est-à-dire une nouvelle conception de l'être humain. Et cette nouvelle conception de l'être humain nous permettra ensuite d'appréhender d'autres dimensions que simplement la matière et ce que peut nous donner le matérialisme scientifique actuel, quoi. Quelle est cette nouvelle conception de l'être humain pour vous? Bah, c'est-à-dire que c'est un être humain qui n'est pas simplement fait de chair et de cellules, mais qui a aussi différentes dimensions psychiques, mais aussi spirituelles, en fait. Et comment ces dimensions-là s'intègrent dans la nature humaine et comment elles interagissent, et de quoi on est fait concrètement de toutes ces forces. Et ça passe par exemple, explorer des questions de santé. Quelle est la santé humaine, finalement? Quels sont les déterminants de santé? Enfin, tout peut se relier, en fait, dans les nouvelles recherches menée par la science a finalement une meilleure compréhension de qui on est. Et je pense que c'est une démarche autant philosophique que pratique finalement, euh, et qui permettra aussi de nous retrouver de retrouver sens, de faire sens en fait de notre existence. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui. D'avoir un discours, une idée forte qui permettent à chacun de se rattacher, d'être inspiré en fait, pas de l'imiter ou d'y croire en tant que dogme, mais de s'y rattacher pour mener sa vie plus loin, pour retrouver espoir, au fond. Je pense que c'est ça l'enjeu. Alors, Rudolf Steiner disait également que l'Europe était un enjeu fondamental dans le devenir spirituel de l'homme, que l'Europe serait le berceau de cette nouvelle humanité consciente qui aura jeté une passerelle entre l'esprit et la matière, qui aura jeté des ponts entre l'amour et la liberté. Et raison pour laquelle cette Europe aujourd'hui serait la proie d'autant de guerres et que ces forces d'opposition seraient en train de chercher à détruire ce berceau de ce nouvel homme en formation, si je puis dire. Il y a très clairement, depuis 14-18, une perte de souveraineté européenne, enfin des pays européens, des États européens, par rapport notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier niveau, je dirais, qui fait que ben, il y a comment dire, un envahissement de la culture matérielle américaine, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Donc on a, disons, un mode de vie très matérialiste, consumériste qui s'est installé en Europe du fait de cette prédominance américaine politique, géopolitique, économique.
Donc je dirais que là, déjà, il y a un premier enjeu, c'est de retrouver une forme d'équilibre, je dirais, entre avec cette espèce d'oncle Sam, cette espèce de projection européenne hein, qui aujourd'hui nous revient en retour de manière très forte. Euh, donc ça, c'est le premier niveau, je dirais, essayer de naviguer et de s'autonomiser par rapport aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, hein, mais de s'autonomiser. Et puis ensuite, effectivement, c'est ce qu'on disait, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire se rattacher à la tradition européenne, mais qui donc est essentiellement un des points forts du développement récent de l'Occident, c'est la science, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, là, on a un problème dans l'appréhension qu'on a, dans la démarche de connaissance qu'on a. Parce que finalement, ce que nous a donné la science, c'est une certaine démarche de connaissance, c'est une certaine façon d'envisager la compréhension de l'univers et de nous-mêmes, en fait. Et c'est cette démarche-là qui aujourd'hui est en crise. Et en tant que démarche propre de l'Occident, qui évidemment ensuite s'est répandue partout, hein, du fait de la colonisation, etc. Mais cette démarche propre de l'Occident, elle doit être aujourd'hui ressaisie et renouvelée. De Et l'Occident ou de l'Europe? De l'Occident ou de l'Europe? C'est différent. c'est-à-dire d'une certaine manière, aujourd'hui c'est équivalent, en fait. Parce que la civilisation européenne s'est étendue et a fait des petits, et du coup, ben, aujourd'hui on parle des États-Unis et de l'Europe. Et des États-Unis et des alliés, je dirais, des pays qui sont anglophones et du Japon, etc., qui constituent l'Occident. Aujourd'hui, on passe ça, c'est l'Occident. Ensuite, évidemment, d'une certaine manière, c'est une seule et même civilisation quand même. L'Europe, au sein de cet ensemble, peut aujourd'hui redévelopper des spécificités, à mon avis, plus facilement que les États-Unis, donc les pays européens, parce qu'ils ont encore une certaine forme de conservatisme, ils sont allés moins loin dans une certaine direction. Euh, mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il faut se rattacher à ce renouveau scientifique. Moi, je pense que c'est vraiment ça un des enjeux forts, parce que c'est une des traditions les plus fortes de l'Europe. À, ce Euh, à ce et- renouveau scientifique conscientisé, on est oui, c'est d'accord. ça. C'est ça. Bah, Mhm. en fait, il faut simplement retrouver la façon de faire science, en fait. Il faut retrouver ce qu'est véritablement la science. Mhm. Donc, je pense que c'est très important. Et en faisant ça, on va ouvrir les champs d'exploration à des domaines complètement inexplorés, à des domaines spirituels, etc. Et le danger, c'est de toujours maintenir la séparation entre les deux, en fait. Ça, je pense, c'est un point important aussi. C'est de dire, la tradition européenne, c'est de dire, il y a la science d'un côté qui permet de connaître le monde, et il y a la religion de l'autre qui permet, mais qui est du domaine de la croyance, qui permet d'appréhender toutes les autres questions de la vie. Or, je pense que ces deux extrêmes-là doivent se rejoindre aujourd'hui. Je pense il faut que la science se rapproche des questions spirituelles, donc s'ouvre dans sa démarche d'exploration aux démarches, aux éléments, aux nouveaux phénomènes de l'esprit, en fait, et qu'en même temps, le spirituel redescende un peu sur Terre d'une certaine manière et s'ouvre à la rigueur scientifique et à cette démarche de connaissance qui est le propre de l'Europe et de sa tradition. Dernière question, Martin Bernard. Donnez-nous quelques raisons d'espérer que cette Europe va se réhabiliter à ses yeux, va montrer le chemin de la grandeur en l'homme. Donnez-nous des raisons d'espérer. Bon, je ne sais pas si je suis là pour donner des raisons d'espérer, hein. Je pense que chacun doit les trouver. Je sais pas, je pense qu'il faut. C'est un travail individuel. Moi, je pense que ce serait dangereux de dire il y a un chemin particulier à suivre. Non, Il mais y quels a. sont les signes qui vous permettent de penser que l'Europe va se reconquérir? Ou bien il y en a Ah, plus. en fait, Il y en a il y a plus. déjà, je pense, c'est ce qu'on disait, c'est que la science s'ouvre à de nouveaux phénomènes. Il y a tout un courant scientifique. Il y a de plus en plus de scientifiques qui sont dans tous les domaines d'ailleurs, qui se disent que en fait, la science maintenant telle qu'elle se pratique dans leur discipline arrive à une impasse. Donc ça, c'est très encourageant. Je veux dire, il y a quand même une ouverture qui est évidemment avec des tentatives de censure voilà, et de fermer en fait et d'étouffer tout ça. Mais en fait, malgré tout, tout ça se développe. Donc ça, c'est positif. Je pense que c'est une des sources d'espoir, si on peut en trouver une. De l'autre, c'est finalement aussi le développement de tout un courant, tout plein de courants spirituels différents qui émergent. En fait, ça n'existait pas il y a 100 ans. Je veux dire, si on allait dans une bibliothèque à la fin du 19e siècle, le rayon spiritualité n'existait pas, quoi. Donc il y a aussi là, d'une certaine manière, euh, une certaine émergence d'un renouveau, de plein de tentatives de renouveler avec le spirituel
avec le danger, comme je disais au début, de s'y perdre, parce que pour l'instant, c'est un peu exploratoire. Et donc, on a effectivement des dangers non négligeables pour les individus voilà, de suivre un gourou qui veut simplement vendre des produits ou vendre une recette. Donc c'est pour ça que ces deux extrêmes-là, la science et les mouvements spirituels, doivent se rejoindre, ils doivent se féconder mutuellement. Et c'est ça, on parle de faire un dialogue au fond. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de renouer des dialogues entre les disciplines, entre les individus. Euh, et euh, et d'un côté, on a le scientifique qui regarde avec dédain tous ces mouvements spirituels New Age, et certainement avec raison d'une certaine manière. Et de l'autre, on a une certaine frange de ces courants New Age qui veulent absolument pas entendre parler de science ou qui parle de science d'une manière très peu rigoureuse et très peu pertinente pour un scientifique. Et donc là, je pense qu'il faut qu'il y ait rencontre et dialogue entre ces différents pôles, en fait. Et ça, je pense que c'est un véritable enjeu. Mais ça se fait. Je vois des choses qui se font dans ce domaine. Et Oui, je pense que ça, c'est source d'espoir aussi pour les gens. Ouais. très bien. Nous sommes l'un comme l'autre au service de cet homme en grand, avec un grand H. Merci beaucoup, cher Martin Bernard. À Merci bientôt. Isabelle. Merci. Merci, à bientôt.